Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de poursuivre nos auditions dans le cadre de la mission d'information sur la seniorité des femmes, dont nos collègues Sophie Panonacle et Marie-Noëlle Battistel sont co-rapporteurs. J'en viens à la table ronde qui nous réunit aujourd'hui. Après avoir abordé les enjeux d'accès à l'emploi des femmes seniors, nous nous intéressons aujourd'hui aux enjeux à la santé et au bien-être. Nous avons souhaité en effet lier ces thématiques. Les questions des soins et de la prise en charge des pathologies sont évidemment centrales, mais elles ne doivent pas occulter une réflexion plus transversale sur les conditions de vie et également sur les aspects psychologiques. De même, il nous faut regarder en face la réalité cruelle qui est celle des violences faites aux femmes âgées sous toutes leurs formes, y compris la maltraitance. Pour aborder ces différents sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le docteur Olivier de la Doucette, psychiatre et gérontologue, auteur de plusieurs livres sur le bien vieillir. Vous avez notamment remis en 2011 un rapport au gouvernement sur la santé mentale des seniors. Merci, docteur, d'être parmi nous. Madame Nadège Passereau, que nous avions eu l'occasion de rencontrer in situ, j'ai envie de dire, déléguée générale de Agir pour le développement de la santé des femmes, accompagnée de Madame Pascale Pessé-Martineau, responsable de communication. Votre expérience de terrain sera précieuse pour donner de la consistance à nos réflexions, mais également pour que nous puissions mesurer les limites des dispositifs existants. Madame Isabelle Roqueplot, vice-présidente d'Alma Paris, accompagnée de Madame Elisabeth Leprel-Maillot. Alma Paris est l'association départementale parisienne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ou des majeurs handicapés. Vous inscrivez votre action dans une politique publique portée par le dispositif national de lutte contre la maltraitance. Merci à vous, mesdames, d'être parmi nous. Je voudrais vous remercier donc chaleureusement toutes et tous pour votre implication, votre présence sur ces sujets fondamentaux que sont le bien-être et la santé des femmes seniors. Merci beaucoup de nous avoir invités. En fait, pour tenir les 10 minutes que vous m'aviez proposées, j'ai préparé un diaporama pour essayer de ne pas trop déborder. Je veux bien la diapositive suivante. Voilà, donc le réseau ALMA. En fait, le premier centre ALMA s'est créé en 1994. Et puis en 2008, il a été créé un numéro d'appel national 3977, donc de toute la France. Une personne maltraitée peut faire ce numéro et va rentrer en lien avec notre plateforme. En 2014, à la demande du ministère, il y avait 2 grandes structures qui s'occupaient des personnes âgées maltraitées. C'était ALMA France et ABO. Et donc, à la demande du ministère, les 2 structures ont fusionné et ont donné naissance à la Fédération 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes majeurs handicapés. En sachant que depuis cette date, à partir de 60 ans, qu'on soit peut-être handicapé antérieurement ou pas, on va passer automatiquement en personne âgée. Alors, on est une plateforme téléphonique. Nous, on n'intervient pas au domicile, mais on a évidemment des contacts qui nous permettent d'approcher les personnes directement. Et puis, au fil du temps, on s'est enrichi d'un espace mail et on peut aussi nous joindre par courrier par l'intermédiaire d'une boîte postale. La suivante. Voilà, donc on est un réseau de 56 centres départementaux qui représentent 79 départements en métropole et outre-mer. Un certain nombre de départements se sont associés. Par exemple, le Tarn et l'Aveyron n'ont qu'un seul centre. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin aussi n'ont qu'un seul centre. On est associé à d'autres associations qui sont adhérentes à la fédération dans des départements où nous n'avons pas de centre ALMA, comme par exemple le Cantal et l'Ariège. Et puis, dans un certain nombre d'autres départements, ce sont directement les conseils départementaux qui reçoivent les appels de maltraitance. Alors, on est un centre téléphonique donc qui fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 19h. Évidemment, les mails, on les lit tous les jours en arrivant. On a à côté de ce centre téléphonique qui va recevoir des appels pour des situations décrites comme maltraitantes, mais je vous dirai un petit peu ce qu'il y a derrière.
On a des activités de formation, d'animation, de rencontres avec les tutelles. On rencontre beaucoup les mairies, par exemple. On rencontre à Paris la DAZES. Voilà. On a aussi au niveau de la fédération donc une gestion qui est celle d'une association, hein, avec une assemblée générale, un conseil d'administration qui réunit les membres de tout un tas de départements, un bureau et puis un budget qui sur l'année s'élève à 1 800 000 euros. Les 800 000 euros étant distribués aux centres départementaux et le million servant à faire fonctionner la plateforme avec des écoutants qui sont donc professionnels, rémunérés et qui ont une formation de psychologue. Et puis dans le cadre du fonctionnement, on a aussi un comité scientifique, un comité d'éthique, un comité d'évaluation. Et on essaye donc de participer autant que possible à des publications, à des communications. Alors chaque centre ALMA est une association loi 1901. Chaque centre a son fonctionnement propre et organise des événements de communication et des formations. L'intérêt, c'est qu'au niveau du département, le centre ALMA sait ce dont on a besoin, c'est ce qui va bien, c'est ce qui ne va pas bien, identifie les zones qui sont assez peu couvertes et donc est à même de mieux faire les formations, voire simplement des informations et les événements de communication. Alors, si on considère les appels que nous recevons, au niveau de la plateforme téléphonique, il y a à peu près 70% des appels qui arrivent et 30% arrivent sur les centres départementaux. Alors, la problématique des centres départementaux, c'est qu'on fonctionne, nous, avec des bénévoles et qu'on n'est pas joignable tous les jours, tout le temps. On a une plateforme d'écoute qui est beaucoup plus brève que la plateforme du 3977. L'écoute dans les centres départementaux est faite par 2 bénévoles et on essaye d'associer des bénévoles de parcours professionnels différents. On va par exemple mettre une assistante sociale et un médecin, on va mettre un juriste et un psychologue pour essayer justement d'entendre au mieux la plainte qui est rapportée. Et puis, une fois que cette plainte est entendue, on va l'orienter vers des appels de structures opérationnelles de terrain, par exemple les CLIC, les Maya. Et on a, pour communiquer entre nous et essayer de savoir à peu près ce qui se passe sur tout le territoire, on a un logiciel sécurisé, unique, accessible par la plateforme et par chaque centre, qui permet un recueil des données enregistrées lors des appels, enregistrées manuellement. Ce n'est pas un enregistrement vocal, hein, on prend des notes et on fait à la fin de l'appel une synthèse qui va être rédigée dans ce logiciel. Alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'être connu? Parce qu'on verra que c'est un de nos problèmes, on n'est pas très connu. On participe à des colloques, on participe à des journées thématiques. Alors je parle surtout sur Paris parce que je sais beaucoup ce qu'on fait à Paris. On fait toujours des événements pour le 15 juin, on participe à la Semaine Bleue, on participe à des manifestations comme le Salon Senior qui aura lieu début avril. On fait de l'enseignement dans les diplômes interuniversitaires, de mandataires, de médecins légistes. On intervient, j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'école de magistrature. On intervient donc à chaque fois qu'on nous sollicite pour faire des cours. On organise des réunions de sensibilisation dans les IFSI, dans les EHPAD, auprès du grand public. Et puis on a édité des flyers et des affiches qui sont distribuées dans les mairies et dans les pharmacies. On les affiche aussi dans les EHPAD. Enfin, on essaye d'avoir le plus de visibilité possible. Alors, comment se passe un appel? L'intérêt, c'est qu'Alma, c'est un témoin extérieur. C'est quelqu'un de neutre, puis c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est au bout du téléphone. On peut penser que ça peut, dans certains cas, faciliter la parole. Dans un premier temps, on va évaluer la situation de maltraitance présumée. C'est décrit comme une maltraitance. Je vous montrerai sur une autre diapositive ce que ça devient au fil du temps. L'intérêt d'Alma, c'est qu'on a des bénévoles qui écoutent et qu'ils ont le temps d'écouter. Ils ne sont pas pressés par un chef de service qui leur dit « t'as 10 minutes pour traiter un dossier ». Bon, évidemment, au bout de 30-35 minutes, on s'aperçoit que le discours commence à tourner en rond, donc là, on essaye de faire avancer la discussion. En gros, le traitement d'un dossier prend environ 4 mois, pendant lequel on va suivre les personnes, s'assurer de
ce qu'on vous a proposé, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que ça vous a apporté un mieux-être? Bon, en moyenne, donc, il y a 7 suivis, c'est-à-dire 7 rappels téléphoniques ou échanges de mails, soit avec les personnes qui nous appellent, soit avec les personnes maltraitées, soit avec les services qui sont intervenus à domicile. Le tout, c'est de comprendre la situation et puis aussi d'établir un lien de confiance. Le lien de confiance, il ne s'établit pas au premier appel. Il va s'établir au deuxième, troisième, quatrième appel. Et là, on va pouvoir appréhender, par exemple, la réalité de la maltraitance, qui n'est pas toujours dite la première fois. On a des écoutants issus de toutes les professions, en tout cas suffisamment pour que ça se passe bien. On a des médecins, on a un psychiatre, on a des juristes, avocats, notaires, comme Isabelle, mandataires judiciaires, on a des psychologues, voilà, on a des gens un petit peu, et des assistantes sociales, donc des gens qui viennent d'un peu tous les milieux, ce qui fait que quand les écoutants sont en difficulté, eh bien on fait des réunions d'équipes interprofessionnelles, à peu près dans un tiers des dossiers, et là on va discuter ensemble du dossier, en se disant qu'il y en aura toujours un qui aura la bonne idée pour essayer de faire avancer la situation. Et puis si on a besoin d'une personne référente extérieure, eh ben, on peut la joindre par téléphone et puis lui exposer le dossier, lui demander son avis. Évidemment, cette écoute de l'appelant, pour qu'il arrive à dire les choses, il faut lui assurer que l'anonymat est possible, et il est possible, et on le respecte, qu'on va essayer de respecter les souhaits exprimés, et par l'appelant, et aussi et surtout, on va rechercher le consentement de la victime. Le gros problème qu'on rencontre, c'est que dans presque plus de la moitié des dossiers, on n'arrive pas à parler avec la personne maltraitée. Soit parce que l'appelant ne sait pas, c'est une voisine de l'immeuble, mais il ne sait pas nous dire comment la joindre. Soit parce qu'il y a un blocage et qu'on ne veut pas nous donner les coordonnées de cette personne dite maltraitée. Et notre bras armé, si je puis dire, c'est un travail de concertation qu'on mène tout au long de l'année avec le Centre d'action sociale, les CLIC, les MAIA, les mandataires judiciaires, les EHPAD. Et de plus en plus, maintenant, ce qu'on entend dire, c'est qu'il manque de moyens. Et j'ai souvenir d'un CLIC qu'à Paris, on a contacté il y a quelque temps et qui nous a dit « mais moi, j'ai personne à envoyer sur ce dossier avant 2 mois ». Ce qui évidemment n'est pas un temps qui nous a tout à fait satisfait. Donc on s'est débrouillé, on a fait un peu de forcing et puis ils sont allés dans la semaine. La suivante. Alors la question de la santé des femmes, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas au premier plan des plaintes reçues. Même si, depuis quelques mois, on commence à avoir des plaintes de familles qui nous disent « oh, mais ma mère, ma grand-mère, elle a 20 médicaments différents, c'est beaucoup trop ». On commence à entendre ce discours, mais voilà, ça vient juste de... C'est en train de percer, on verra ce que ça donne. Évidemment, on se tient au courant de toutes les publications, de l'adresse de l'INSEE sur toute la santé des femmes. On a une documentaliste qui assure la veille documentaire, donc qui peut toujours nous donner des renseignements. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu comme problème particulier relatif à la santé ? Alors celui qui est pour nous le plus cruel, parce qu'on est extrêmement démunis, c'est le problème des démences et des troubles psychiques. Des personnes qui s'interrogent quant aux soins, des CMP que nous arrivons à joindre, mais qui ne peuvent pas se déplacer sur place, et puis surtout la problématique des liens familiaux. Je suis une vieille dame, j'ai 80 ans, mon mari vient de mourir, ma fille est bipolaire, elle est violente, elle vit à la maison, j'arrive plus à m'en sortir. Mais c'est ma fille, donc je ne porterai pas plainte, je ne ferai rien qui puisse lui nuire, je veux qu'elle reste à la maison. Et là, on est complètement démunis devant ce type de problème. Ce qu'on entend aussi, c'est la morbidité ressentie. C'est toutes les gênes dans la vie quotidienne. À Paris, il y a beaucoup d'immeubles sans ascenseur. Et puis, le regard des autres qui renvoie au handicap social, qui fait qu'on est une personne handicapée, on se prend dans la figure qu'on n'est plus bon à rien, qu'on est vieux, qu'on ferait mieux de mourir. Et ça correspond à des maltraitances psychologiques. Ou qu'on est porteur d'un handicap et ça va renvoyer aux capacités. Et j'ai fait exprès de souligner les capacités, parce que les capacités, c'est ce qu'on peut encore faire. Et je pense que c'est plus sympa de regarder les gens du côté de ce qu'ils peuvent encore faire que de pointer ce qu'ils ne peuvent plus faire. On a d'autres problèmes qui nous reviennent, c'est l'âge et le handicap. Et dans les 2 cas de figure, c'est la place de la personne et de ses droits.
Je vous le dirai tout à l'heure, en conclusion, le problème des tutelles, c'est un problème qui pour nous peut être dramatique. Et puis ce qu'on entend tout le temps, c'est la solitude, c'est l'isolement, et puis aussi des situations de huis clos dans lesquelles à un moment, un soignant va nous dire là, il se passe quelque chose. Alors les maltraitances, pour en venir à notre problématique propre des maltraitances, bien entendu, pour les définir, on a besoin un petit peu de connaissances culturelles. Je pense à des situations de maraboutage, par exemple, où là, on a une ethnopsychologue, merci. Et puis, tenir compte un peu du milieu socio-professionnel. Toutes les maltraitances relatées aussi dépendent des antécédents de la personne, de ce qu'elle avait fait avant. Ces maltraitances, pour nous, c'est ce que j'ai appelé des signalements éparpillés. C'est pas très élégant, mais c'est vrai que les maltraitances arrivent chez nous, arrivent à la police, arrivent chez le procureur, arrivent chez les assistantes sociales des mairies, arrivent au CLIC, arrivent dans les ARS, ce qui fait qu'on n'en a qu'une vue extrêmement partielle. Alors, ce que je peux dire, c'est que les centres ALMA, départementaux, et le 3977, en 2018, ont traité 5024 dossiers. Ces 5024 dossiers correspondent à 78% de personnes âgées et 22% de personnes handicapées. Ces personnes sont à la fois à domicile et en EHPAD, presque 80% à domicile et 20% en EHPAD. Ce sont pour 68% des femmes, 27% des hommes et 5% de couples qui seraient maltraités. Qui nous appelle? La famille, au sens très large, 44%, la personne elle-même, 27%, des professionnels, 17%, et puis autres. Autres, c'est essentiellement des voisins ou des amis. Alors, à l'appel initial, ce qu'il apparaît, c'est que les maltraitances ne sont pas isolées. Il y a une étude de l'OMS qui dit qu'une personne de plus de 60 ans sur 6 dans le monde est maltraitée. Donc, c'est pas si exceptionnel que ça. Les maltraitances psychologiques, c'est bien sûr les plus fréquentes, 63%. Les maltraitances financières sont à 28%. Alors dedans, la maltraitance financière, c'est une globalité. Il y aurait ce qu'on appelle les arnaques. Une année, il y a 2 ans, on a eu énormément d'arnaques d'artisans capables de faire payer des prix qui nous semblaient pharaoniques pour un changement de serrure, pour un changement de robinet, enfin voilà. Bon. Et les personnes nous appelaient en disant « Est-ce que c'est normal d'avoir payé 3 000 € pour un changement de joint dans un robinet ?» Bien. Mais à côté de ça, il y a aussi des querelles de famille. Ma sœur garde ma vieille mère, évidemment, elle profite du logement, et puis elle paye la nourriture avec les chèques de maman, donc on dit elle prend l'argent de maman, et nous, les autres frères et sœurs, on n'en bénéficie pas. Donc tout ça, ça mérite évidemment d'être beaucoup travaillé et beaucoup détaillé. Les maltraitances physiques sont quand même importantes, presque un quart des cas, et elles sont en général associées à autre chose. Bien sûr à des maltraitances psychologiques, mais souvent à des maltraitances financières. Les négligences, c'est des soins qui ne sont pas donnés, des médicaments qui ne sont pas distribués, c'est quand même 30% des cas, et des atteintes aux droits, 15%. Qui est mis en cause dans ces maltraitances? Dans 71% des cas à domicile, c'est la famille, alors qu'en institution, dans 56% des cas, c'est le personnel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va proposer des actions dans un certain nombre de champs, administratives, donc 51%. Alors, les actions, évidemment, on en propose 1, 2, 3, ça dépend du dossier. Juridiques, 49%, ça va être des plaintes au procureur, des plaintes au niveau du commissariat. Ça va être des propositions d'action sociale, d'action sanitaire ou des changements de cadre de vie. Ce qui est peut-être important de noter, c'est que dans toutes les propositions qu'on peut faire, et au fil des coups de fil avec les personnes, on en propose d'autres, on discute avec eux, on respecte leur choix. Il y a quand même 4% des propositions d'action qui sont refusées, et ce sont en général des refus de porter plainte au sein d'une famille. Alors ces maltraitances après analyse. Au bout de 4 mois, vous imaginez bien qu'on a eu le temps de se faire une idée sur les maltraitances. Dans 10% des dossiers, il n'y a pas de maltraitance. En fait, les gens ont besoin d'une aide, mais ne savent pas comment faire. Comment est-ce que je peux faire pour faire une demande de mise sous protection judiciaire, par exemple?
Dans 35% des dossiers, la maltraitance initiale est confirmée. Les gens sont réellement maltraités. Et dans 10% des cas en plus, ce n'est pas la même maltraitance qu'on va finir par identifier. Au début, on va simplement dire « Oh, il me bouscule, il m'insulte », puis à la fin, on va s'apercevoir qu'il y a des maltraitances physiques, des maltraitances financières. Donc en tout, 45% de maltraitances sont réelles parmi tous les cas qui nous sont dénoncés. Et 45% des cas, soit il n'y a pas du tout de maltraitance, là ça peut être des délations de voisins qui ne sont pas toujours très sympathiques, ou des situations impossibles à confirmer quand on a un seul son de cloche, si je puis dire, une sœur qui dit « mon frère maltraite maman », mais le clic essaye d'envoyer une assistante sociale et il y a un refus de visite. Donc on ne peut pas savoir, et puis les gens ne répondent plus quand on les rappelle. En établissement, on a 27% seulement de maltraitances qui sont confirmées, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, ce tableau n'est pas très lisible, je suis désolée, il est petit. Il affiche tout en haut donc les maltraitances, puis le fait qu'elles sont évaluables, confirmées ou non, et puis les mesures qu'on va mettre en place. Alors, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'à domicile, ce qui prédomine sont les maltraitances psychologiques, les maltraitances financières et les privations de droits. Ça, c'est surtout vrai avec des personnes qui sont issues de l'immigration et qui se font confisquer leurs papiers par les enfants sous couvert assez peu élégant de continuer de toucher des allocations. Donc on les empêche de repartir dans leur pays pour qu'ils puissent continuer d'avoir accès à leurs droits. En établissement de santé, c'est essentiellement des négligences, des carences de soins qui vont être rapportées. Alors évidemment, les mesures changent tout le temps. Alors, en conclusion, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est mieux faire connaître le 3977. On ne refuserait pas l'aide des pouvoirs publics s'il y avait des journées de communication un petit peu sur cette maltraitance. Notre logiciel est très imparfait et donc on est en train de l'améliorer pour pouvoir faire des recherches croisées. Par exemple, travailler sur les personnes appelantes qui dénoncent des maltraitances, qui ont un discours tellement confus qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, d'essayer de voir un petit peu comment on pourrait traiter tout ça de manière plus intelligente. Est-ce qu'il faut centraliser toutes les données qui sont éparpillées? Ce serait sûrement utile pour faire des statistiques. Qui devrait être possesseur de cette centralisation? Je n'ai pas de réponse. Et nous, vraiment, notre problématique, c'est les mises de mesures sous protection, qui sont vécues comme injustifiées, cruelles, incomprises. À ce titre, Isabelle et moi, on a rejoint le groupe ConfCap Cap Droit, qui travaille justement sur ce sujet du respect des droits des personnes. Ce qui aussi est une des situations qui pour nous sont très cruelles, c'est les conflits parents âgés, enfants vieillissants, porteurs d'une pathologie psychiatrique le plus souvent ou porteurs d'un handicap. Et les vieux parents ne peuvent plus aider leurs enfants à faire un certain nombre des gestes quotidiens. Et puis la vraie difficulté, c'est aussi la rupture des situations de huis clos qui sont en général très maltraitantes et dans lesquelles on a du mal à essayer de faire entrer un soignant, une assistante sociale, une auxiliaire de vie, qui sont les seuls à même de faire exploser ce huis clos. Voilà, je vous remercie. Merci vivement pour cette présentation exhaustive et qui nous permet en effet de contribuer à davantage faire connaître notamment le 3977. Je vais... Pardon, sur la question de Madame Lepé, peut-être un mot complémentaire sur notamment les aspects dans les zones rurales. Non, alors notre association n'est pas aujourd'hui capable de distinguer ce qui se passe en zone rurale. On peut vous dire ce qui se passe en Corrèze, dans le Cantal, mais je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer à Saint-Flour ou dans les campagnes environnantes. Ce qu'on sait, ça c'est des études de l'adresse qui l'ont montré, c'est que les femmes en milieu rural sont très isolées, beaucoup plus isolées, et que si on se fie déjà peut-être aux faibles revenus qu'elles peuvent avoir tout au long de leur vie de travail, on peut imaginer que quand le mari est mort et qu'elles vieillissent, c'est quand même beaucoup plus difficile de gérer des troupeaux ou de gagner sa vie. Ça, mais nous, sur les maltraitances là-dessus, vraiment, je n'ai rien à dire. Par contre, sur l'état de santé des femmes, moi, j'aimerais y revenir parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie depuis toujours. Prenons par exemple l'infarctus du myocarde. Le traitement,
on va mettre un stent. Qu'on soit un homme ou une femme, ça ne changera rien. Ce qui va changer de façon majeure, c'est est-ce que c'est le médecin qui va dire « j'ai mis un stent, vous êtes guéri » ou est-ce qu'on veut bien prêter l'oreille à ce que va dire le monsieur ou la dame qui va peut-être pas du tout dire « je suis guéri » et qui va pas du tout vivre ce qui lui est arrivé de la même manière. Et ça, je crois qu'on l'oublie complètement. C'est-à-dire qu'une maladie, c'est vécu. C'est le malade qui va dire « je suis guéri ». Le médecin, il n'a rien à dire là-dessus. Il peut dire « je vous ai mis le traitement le plus adapté à votre état et à ce que j'ai vu ». Et c'est vraiment... Alors, j'étais médecin, excusez-moi, voilà. Et je suis dans les vieilles maintenant. Donc, je me sens tout à fait autorisée à le dire. Je crois que là, on fait une erreur majeure. Parce que, et en effet, la femme et l'homme ne vont pas vivre la maladie de la même façon. Une maladie de Parkinson avec ses tremblements chez une femme et chez un homme, on peut donner de la L-Dopa, elle aura la même pharmacocinétique, elle sera éliminée par le foie de la même manière, mais la maladie sera vécue de manière fondamentalement différente. Et je crois que là aussi, indépendamment de certains médicaments qui, là, en fonction des contextes hormonaux, ne vont pas avoir le même métabolisme, je crois que là aussi, il faudrait écouter, peut-être, maintenant, ce que disent les malades. Il serait peut-être temps qu'on tende l'oreille vers eux au XXIe siècle. Merci, docteur. Alors, je vais un peu élargir. Certes, c'est l'accès aussi à la santé, à son médecin. Alors maintenant, il y a de plus en plus d'applications. Et de les demander à une personne de 80 ans de faire Doctissimo pour avoir un rendez-vous. Vous imaginez bien, nous, on s'est mis à avoir des appels où les gens nous disaient « mais je vous appelle parce que la société me maltraite ». Alors, quand on cherchait, c'était quoi? C'était la déclaration d'impôt sur Internet, l'accès à Internet, l'accès... Et petit à petit, on oublie un peu toute cette population. Alors, qui n'a jamais eu accès. Donc d'abord, c'est pas à 80 ans qu'on va apprendre, déjà acheter un ordinateur, apprendre à le faire fonctionner, aller sur Internet. Je ne suis pas sûre que, moi j'ai encore de la chance, je ne suis pas encore trop âgée, mais qu'à 80 ans, j'aurais encore envie d'aller sur ce type d'instrument. Il y a une certaine lassitude, fatigue, et je crois qu'il faut quand même aussi faire très attention comment la société se projette dans l'avenir pour ce public. Bon, c'est nous, en fait, ce public vieillissant. Et effectivement, une petite remarque, je trouve très étonnant, mais ça c'est le début de nos débats, c'est qu'on est tous concernés par le vieillissement et la vieillesse, et la très grande vieillesse, parce que si on a 80 ans, c'est qu'on a la chance d'être vivant quand même. Et là, c'est vrai que c'est très étonnant de voir que la société, elle refuse de voir cette période de la vie où on a tous envie d'y être finalement, c'est que quand même, on sera vivant. Et donc là, il y a quand même quelque chose à travailler, de se dire, mais comment c'est possible que alors qu'on est... Si on a de la chance, on va être concernés tous. Et vraiment, on a l'impression qu'il y a un blackout sur cette période où on va tous accéder si on a de la chance. Bah écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour vous, mesdames et chers docteurs, au pluriel, donc, si on a bien compris d'ailleurs. Je vous remercie vivement parce que je crois que les éclairages que vous nous avez apportés à la fois sur l'état de la maltraitance et de rappeler en effet qu'il existe un numéro d'urgence, mais également sur les particularités également de la prise en charge médicale du sujet féminin âgé est nécessaire afin de faire en sorte que nous puissions conserver cet heureux record qui puisse se multiplier sur notre territoire national. C'est bien ce à quoi, finalement, nous souhaitons, nous aspirons toutes et tous, et évidemment, avec comment dirais-je, avec un bien-être, parce qu'il ne s'agit pas non plus que de développer des records, il faut aussi les accompagner. Mes chers collègues, il nous faut maintenant désigner un rapporteur sur le projet de loi de transformation de la fonction publique, sous réserve du dépôt effectif du texte à la fin du mois. J'ai reçu la candidature de Laurence Gate. Donc, si vous en êtes d'accord, je vois que cette candidature a recueilli votre assentiment. Je vous en remercie. Et donc, Laurence Gate portera notamment ce texte
au nom de notre délégation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine au même horaire pour entendre les représentants de la Direction générale de la Gendarmerie nationale sur le suivi de nos recommandations pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes. Je vous remercie.